Donc, ce matin, extrêmement honorée. Donc, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Bettina Frolich et je suis la coprésidente de l'association Luxe Partenaire et la cofondatrice avec Nicolas Pinel qui est parmi nous aujourd'hui également. Et donc, je suis extrêmement ravie de recevoir aujourd'hui Bikem de Montebello, qui est la responsable du Palazzo Contarini Polignac, qui est sur le canale Grande à Venise. Et nous avons eu la possibilité, avec Luxe Partenaire en 2016, d'organiser des premières rencontres internationales à cet endroit, absolument fabuleux, et avec une histoire tronquée d'histoire. Et donc, je vais donc donner la parole à Bikem pour nous expliquer un peu la magie de cette palazzo. Alors, bonjour à tous. Moi, je vois en dehors de Bettina 3 autres personnes. Donc, on est en total 5, c'est ça? Vous m'entendez? Nous sommes 9. Nous sommes 9 pour l'instant. 9, d'accord, ok, très bien. Alors déjà, d'abord, merci beaucoup et aussi pour la patience parce que je n'ai pas utilisé Zoom before. Quand Bettina m'a demandé de participer à votre séance de Zoom, je l'ai accepté avec plaisir parce que c'est toujours un plaisir pour nous de parler de Venise, des sujets particuliers à Venise, dans cette occurrence de Palazzo Polignac. Alors, dans un contexte luxe, avec vous, on a déjà fait un séminaire. Alors, dans ce contexte luxe, j'avais déjà présenté certaines choses qui sont un peu liées aussi à votre univers, mais bien sûr sur Venise, que j'aimerais partager encore une fois avec vous. Le sujet, c'est un palais à Venise qui s'appelle Palazzo Contarini Polignac. Et Palazzo Contarini Polignac, c'est un palais vénitien. Je ne sais pas si je peux vous montrer des images. J'ai une présentation devant moi. Mais en tout cas, c'est un palais du 15e siècle, alors construit en 1490 à peu près. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, tout est bon. Tout est bon? D'accord. Il est construit en 1490 comme en fait, la façade a été construite à cette année-là parce que les maisons, en fait, ces 2 maisons ensemble, ils datent de 1299, donc c'est très, très ancien. Mais la façade, c'était une façade nouvelle en 1490 parce qu'il montrait une nouvelle tendance, c'était la Renaissance, ce qu'ils appelaient le style lombardesque, qui prenait des éléments très, comment dire, le golden rule, donc tout ce qui était l'harmonie, l'équilibre, le symétrie, et aussi c'était une façade polychrome en marbre, donc ça c'était aussi quelque chose de très unique à l'époque, qui a été repris par plusieurs autres édifices à Venise, mais ça c'était, alors Palazzo Polignac c'était le premier qui était dans ce genre, qui était déjà aussi un palais privé et pas une église ou bien un monument public. Donc, le palais, architecturalement, était importante, mais ce n'était pas construit pour une famille importante, c'était construit par une volonté d'architecture. Mais après, il est devenu vraiment un palais important des familles des doges de Venise, c'est la famille Contarini, d'où vient le nom Palazzo Contarini. Alors, pendant 300 années, il est resté dans cette famille. En fait, la famille Contarini, c'est une très grande famille. Il y a plusieurs palais Contarini à Venise parce qu'ils avaient plusieurs maisons, c'est plusieurs branches. La famille Contarini, qui est actuellement n'existe plus. Ils ont en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus de continuation.
Donc, après ça, le palais a appartenu à un marchand de soie jusqu'à 1900, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et c'est à peu près à cette époque-là que notre histoire avec ce palais commence, parce que en fait, notre histoire est liée. Alors maintenant, on va apporter l'élément polignac dans ce palais. Notre histoire est liée à la famille Polignac et surtout à quelqu'un qui s'appelle Vinaretta Singer, qui était la fille de l'inventeur de machines à coudre qui s'appelle Isaac Singer. Et Isaac Singer, il est en fait un Américain de New York. Donc, il invente la machine à coudre au moitié du 19e siècle. Il devient l'un des hommes plus riches du monde, donc un peu un Bill Gates d'aujourd'hui, je dirais. Et puis, il fuit les États-Unis. À un certain moment, il vient en Europe et il devient amoureux d'une jeune qui s'appelle il se marie avec elle. C'est une très belle femme. Elle est également le modèle de statue de liberté de New York, de Bartholdi en fait. Donc, de ce mariage, il y a parmi les autres 24 enfants. Isaac Singer a 24 enfants en fait. Donc, une, c'est Vinaretta Singer. Et quand Isaac Singer meurt, il divise tout son argent parmi ses 24 héritiers. Et une, c'est Vinaretta, et elle devient à un âge très très jeune une personne riche, très riche, basée à Paris, parce que sa mère Isabelle, bon, elle est restée en France, elle est toujours restée à Paris. Donc, avec cet argent-là, quand elle a 18 ans, Vinaretta, elle possède cet argent. Donc, elle décide de le mettre dans l'art, donc, parce que sa passion, c'est ça. Elle est elle-même peintre, donc elle a une éducation peinture, mais elle aime beaucoup la musique. Elle devient aussi très virtueuse dans l'orgue, donc piano et orgue, pardon. Et elle, en tant qu'elle-même qui pratique l'art, elle devient aussi un mécène d'art, un mécène important d'art. Donc, elle d'abord achète et construit une maison à Paris, qui est actuellement la Fondation Singer-Polignac, donc dans le 16e avenue Mandel. Et dans cette maison, elle donne des concerts, elle fait un salon très régulier avec des musiciens importants, avant-garde de son temps. Et elle se marie aussi dans son deuxième mariage avec un autre compositeur, un autre artiste français qui s'appelle Edmond de Polignac, le prince de Polignac, qui est également amoureux de la musique, de l'art. Il est un esthète, donc il est un personnage de Proust, Marcel Proust. Edmond, il est très ami avec Montesquieu, donc qui fait la connaissance en fait entre Vinaretta et Edmond. Et il devient également, comme je dis, un des amis, un des caractères vraiment à la recherche du temps perdu du Marcel Proust. Donc, les deux ensemble, Vinaretta et Edmond, bon, ils ont quand même une vraie différence d'âge, c'est 30 ans de différence. Donc, Vinaretta, elle se marie à 29 ans. Quand Edmond, il a déjà 59 ans, donc il y a vraiment une différence d'âge. Mais ils contribuent les deux à ce monde de l'art, surtout, comme je disais, avant-garde de leur temps. Par exemple, ils soutiennent les ballets russes, Isadora Duncan, donc tous ces forêts, par exemple, à cette époque-là. Mais également des classiques, Wagner, par exemple. Wagner, il est quand même assez nouveau à cette époque-là. Donc, on parle de fin du 19e siècle. Et alors, donc, il fréquente Venise parce que Venise, à la fin du 19e siècle, c'est un endroit quand même balnéaire. Donc, on vient ici, on passe des vacances, on fait un séjour en Italie. Donc, il séjourne plusieurs fois en face, dans un palais qui est juste en face du palais Polignac, qui s'appelle Palazzo Barbaro. Et de là, il voit, Edmond surtout, voit Palazzo Polignac, ça lui plaît beaucoup. Et Vinaretta l'achète comme cadeau d'anniversaire à Edmond. Donc, ça devient un peu
un cadeau, voilà, pour rendre Edmond heureux chez ce palais. Mais la même année, en fait, Edmond, en 1901, il meurt. Donc, il ne peut jamais habiter vraiment dans ce palais. Mais Vinaretta, elle le garde. Donc, elle garde ce palais. Donc, le palais devient Palazzo Contarini Polignac parce que les palais vénitiens, ils gardent toujours le nom de leur dernière propriétaire. On peut y ajouter au fur et à mesure des propriétaires les noms, ou bien on les appelle d'après le dernier propriétaire. Donc, Vinaretta, elle continue à habiter à Paris, mais elle vient chaque année à Venise. Elle amène avec euh, plusieurs artistes, musiciens. Comme je disais, elle continue avec Ballet Russe, donc Diaghilev, de toute façon, de soutenir toutes leurs activités. Mais également, elle amène, par exemple, Stravinsky, elle amène Faya, elle amène Arthur Rubinstein, elle amène, alors, d'après les époques, tous ces musiciens et plusieurs de ces musiciens donnent aussi des œuvres, signent aussi des œuvres pour Vinaretta. Pour Proust, d'ailleurs, il vient également parce qu'il y a le lien avec Reynaldo Hahn. Alors, Reynaldo Hahn, il est ami de Proust et musicien, compositeur, un compositeur apprécié par Vinaretta. Donc, il se joint aussi à Palazzo Polignac. Donc, Palazzo Polignac devient vraiment la maison d'été, de vacances un peu, de plaisir un peu, mais artistique, des musiciens, des artistes qui se joignent ensemble avec Vinaretta. Alors, c'est à cause de ça que nous, on considère Palazzo Polignac comme un palais français, et toujours aujourd'hui, mais également un palais qui a contribué au développement culturel, musical du première moitié du XXe siècle. Alors, par exemple, le Socrate de Erik Satie, Renard de Stravinsky, le retable de Faya ou bien le concert pour deux pianos de Poulenc ont été tous dédiés à Vinaretta. Le Pavane de Ravel également. Et Fauré, par exemple, il a écrit les 5 mélodies de Venise ici à Venise avec le soutien de Vinaretta. Donc, moi, je peux vous donner encore plein d'autres exemples, mais bon, ce sont quelques exemples qui illustrent un peu ce palais. Après, bon, alors le luxe. Donc, le luxe, dans le cas de Vinaretta, ben, c'est le luxe de l'art. Donc, en fait, de produire ou soutenir ou bien participer à la production de l'art. Donc, plutôt pour Vinaretta, c'est ça. Parce que elle-même, elle n'est pas vraiment très dans la mode, par exemple. Elle n'est pas, elle n'est pas une des égéries de, disons, Chanel ou bien Schiaparelli, donc c'est pas elle. Il y a des autres personnages dans cette famille, par exemple, il y a une nièce de comment dire, Vinaretta qui s'appelle Daisy Fellows, qui a également habité dans cette maison pendant 10 ans. Elle était une personnage de la mode, donc elle était une personne de la société, je veux dire, des années 20, 30, 40. Elle était une avant-garde aussi qui définissait des modes. Donc, elle, par exemple, était une très bonne cliente de Schiaparelli, Van Cleef, Cartier. Donc, on peut nommer tout ça, mais c'est pas Vinaretta. Il y a quand même des anecdotes. Vinaretta, elle va à Paris, elle va dans une institution, église ou quelque chose, un endroit comme ça pour faire des donations et elle fait la queue en fait. Et quand son tour arrive, le monsieur qui était là, il dit ah oui, la distribution des vêtements sont terminées. Donc la personne voit Vinaretta comme quelqu'un pas qui est venu pour donner de l'argent, mais comme quelqu'un qui est venu pour récupérer un vêtement. Elle était vraiment dans cet état-là. Mais quand Vinaretta, elle donne un grand chèque pour ce monsieur, pour aider vraiment à cette institution, lui, il était vraiment choqué. Donc, c'est à peu près visuellement comment elle est Vinaretta. Pas vraiment dans son apparence, mais vraiment dans l'expérience, disons, de luxe. Et une deuxième luxe pour c'est vraiment sa liberté. Parce que comme son père, elle est une personnage assez excentrique. Isaac Singer, c'était pareil. Donc, il a construit plusieurs familles. Donc, il a construit des maisons, mais vraiment très, très bizarres. Donc, et elle a hérité tout ça de son père. Donc, elle est une personnage excentrique.
être excentrique, ça nécessite de l'argent, surtout dans son époque, et elle devient, je pense, elle arrive à garder son excentricité et de son indépendance, de façon de vivre, comment elle souhaite vivre dans une société qui était quand même complètement cadrée, et ça c'était son luxe, et ça c'était un luxe que elle a pu acheter avec l'argent. Il y a des autres anecdotes, par exemple, il y a une anecdote comme quelqu'un de la noblesse française qui fait sa recherche. Elle vient un jour à Vinaretta, qui est princesse Edmond de Polignac. Elle dit, ah, voilà, vous voyez, mon nom vaut autant que le vôtre. Et Vinaretta, elle lui dit, non, madame, pas au bas d'un chèque. Parce que c'est vraiment, finalement, il y a quelque chose qui est lié à l'argent. Elle donne importance à l'argent, mais pas à ce que l'argent achète vraiment comme objet, mais à ce que l'argent achète comme des valeurs, l'indépendance, le plaisir, une expérience. Donc, c'est une luxe, je dirais, du côté expérience que le côté luxe qui est possession des objets. Donc, je peux faire un lien un peu dans cette direction-là. Je peux aussi donner une autre anecdote avec Coco Chanel, parce que ce sont vraiment deux univers différents. Pourtant, les deux, Coco et Chanel et Vinaretta, elles sont les deux mécènes importantes femmes de leur temps. Et les deux, par des biais différents, elles soutiennent Diaghilev, donc Balérus qui est tout le temps en difficulté, Diaghilev qui a tout le temps besoin de l'argent, etc. Donc Diaghilev, il dit à Coco Chanel, vous voyez, nous, on a besoin de l'argent, etc. Et Coco Chanel, elle lui donne 75 000 francs, francs de l'époque. Pardon, Diaghilev, il dit, oui, Vinaretta, elle m'a donné 75 000 francs, mais ça ne me suffit pas. Donc, Coco Chanel, qui est quand même une compétence à Vinaretta, qui ne sont pas amis, Vinaretta qui n'est pas dans la mode, etc. Coco Chanel, elle dit à Diaghilev, ah, mais Vinaretta Singer, la princesse Polignac, elle est une grande dame, lady américaine, et moi, je suis juste une couturière. Et voilà, je vous signe une chèque de 200 000 francs. Donc, il y avait une concurrence comme ça, mais elles n'étaient jamais vraiment dans la même vision de luxe, disons. Après, Vinaretta également, dans l'art, on peut aussi parler un peu de la peinture. Elle était, comme dans la musique, elle était intéressée aux avant-gardes de son temps, c'est-à-dire les impressionnistes. Donc, elle avait toute une collection de Monet, Manet. Elle fréquentait plusieurs ateliers, Sisley, on peut nommer tous ces cercles impressionnistes de son temps. Donc, elle avait une collection importante et elle les a tous donnés au musée de Louvre quand elle était morte. Et actuellement, certains sont exposés au musée d'Orsay. Donc, par exemple, les dindons, les champs de tulipes de Monet, ce sont tous des tableaux qui ont été achetés et appartenus à Vinaretta. De l'autre côté, Palazzo Polignac, en soi-même, il devient aussi sujet d'un peintre impressionniste. C'est Monet, dans ce cas-là, c'est Monet quand il vient à Venise, ça c'était en 1908, il vient à Venise pour 6 mois et il peint 34 ou 36 tableaux et des bâtiments en fait, les bâtiments avec leur réflexion sur l'eau, sur le Grand Canal ou bien sur devant Giudecca, etc. Donc, une des maisons, un des palais qu'il a peint, en fait, il a peint 2 fois, c'est Palazzo Contarini Polignac. Donc, on ne sait pas. Alors, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été acheté par Vinaretta, parce que Vinaretta connaissait ce tableau. Donc, Vinaretta, elle est morte en 1943, donc 1908, elle était déjà une personne active dans le monde de l'art, un grand acheteur, mécène. Donc, je ne sais pas. Alors, ce lien, je ne sais pas.
Mais le tableau n'a jamais été acheté par Vinarita et actuellement, un des tableaux, je veux dire, actuellement, ce tableau, il est à St. Gallen en Suisse, au musée de St. Gallen, et l'autre est dans une collection privée. Voilà, ça c'est un peu le lien avec le monde de la peinture, l'art peinture. Vinarita également, elle était un mécène, mais elle était aussi une femme intelligente qui a bien géré son argent. Elle a investi par exemple au Georges V, dans les hôtels particuliers. Par exemple, Georges V appartenait à Vinarita, également Plaza Athénée. Donc, on parle d'une époque bien avant que maintenant. Mais elle était une visionnaire dans ce domaine-là. Pour comment gérer l'argent dans le domaine de luxe. Et bon, cette histoire de Palazzo Contarini-Polignac est continuée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la guerre, elle n'a pas pu venir ici. Déjà, la maison était occupée par des fascistes, donc elle était complètement vidée, etc. Et Vinayeta, elle était à Paris, mais elle a dû aller à Londres pour un enterrement et elle n'a pu jamais retourner en France. Et elle est décédée en 1943 à Londres. Et quand elle était morte, elle n'avait pas d'enfant. Elle a laissé, comme je disais, la maison qu'elle avait à Paris. Elle a déjà, dans sa vivant, elle a fait une fondation, donc Fondation Saint-Gé-Polignac. Elle a laissé tous ses tableaux au Louvre. Et elle a laissé la maison à Venise, Palazzo Polignac, à son neveu, qui est devenu le nouvel propriétaire et qui a continué cette histoire, cette tradition, disons, de l'art d'habiter, de venir chaque année à Venise, etc. Jusqu'à sa mort en 2011. Donc, les 10 dernières années, il ne pouvait pas vraiment venir. Il était malade, donc il ne pouvait pas déplacer vraiment. Mais sa famille, il venait, ses enfants, ses petits-enfants, ils venaient. C'était un endroit de réunion de la famille en été. Et donc, quand le duc, lui, il était mort, donc sa famille a continué. Donc maintenant, il y a 11 propriétaires, il y a 3 générations qui sont propriétaires. Et maintenant, c'est toujours une maison familiale familiale qui est encore une fois dans le domaine de luxe, active dans le domaine de luxe, parce que même il reste une maison familiale et les propriétaires, ils viennent y habiter pour des vacances, etc., parce qu'ils ne sont pas ici en permanence. Donc, quand la maison n'est pas occupée, la maison, elle est gérée. Donc, ça, c'est mon activité, en fait. Donc, pour des soirées, pour des mariages, on a beaucoup travaillé avec Chanel d'ailleurs, ce qui est intéressant, ou bien avec des autres marques de luxe pour leurs événements. Mais également, on participe au Biennale d'art à Venise. Donc, il y a des grandes expositions dans cette maison. Également, il y a une partie culturelle, c'est-à-dire nous avons une association, on fait des concerts régulièrement. On a des grands concerts, ce qu'on appelle le week-end musical en novembre. Donc ça, on le fait depuis plusieurs années. Donc la maison continue à vivre comme une maison toujours familiale, comme une maison toujours culturelle, musicale, et comme une maison autonome, indépendante, qui gère ses propres finances. Voilà, c'est plus ou moins ce que je peux vous raconter sur cette maison française à Venise, inscrite à Venise. Et je suis là pour aussi répondre à vos questions. C'est ce que vous voulez savoir sur Venise, luxe, le lien entre les deux, ce qui se passe, tout ça.
Bettina, on t'entend pas, hein. Ton micro n'est pas ouvert. Ah, excusez-moi. Alors, je parlais donc en fait dans l'histoire du palais. Il y a aussi donc l'histoire qui me plaît beaucoup, c'est celle de Marie-Blanche de Polignac. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous cette... Ah oui, là, bien sûr, Marie-Blanche de Polignac, c'est toujours dans la branche, dans la famille Polignac, c'est une autre nièce. Bon, il y a une différence de génération, c'est plus récent. En fait, Marie-Blanche Ririte, elle est la fille de Jean Lanvin. Donc, encore une fois, un lien avec la mode, le luxe, la haute couture. Alors, en fait, Jean Lanvin, elle a une seule enfant et elle adore sa fille, qu'elle surnomme Ririte, Marguerite Ririte. Et la couture de Lanvin, ou bien l'art de Lanvin, le style de Lanvin, l'inspiration de Lanvin, c'est toujours sa fille. Donc, quand elle est petite, Lanvin, elle fait des vêtements pour les enfants. Quand Marguerite, elle grandit, Lanvin, elle fait des vêtements pour les jeunes filles. Et quand Marguerite, elle devient une adulte, elle travaille aussi pour la maison Lanvin. Elle devient le modèle, elle devient l'inspiration pour le parfum, l'arpège. D'ailleurs, sur le logo, sur l'image de l'arpège, d'ailleurs aussi sur le logo de Lanvin, il y a une femme qui donne un petit cadeau à un enfant. Alors, en fait, c'est une illustration qui représente Jean Lanvin et sa fille, Marguerite. Et ça, c'était une photo, en fait, qui est devenue une illustration, qui est devenue le logo, etc. Et la base de ce parfum, c'est aussi elle, parce que va essayer de développer un parfum. Donc, il y a plusieurs différents échantillons. Et il y a un essai. Marguerite, elle entre dans le bureau où il se trouve et elle dit, ah, ça sent bon, c'est comme une arpège. Et c'est comme ça que le nom du parfum était prise, donc adoptée, et ça devient arpège. Donc, elle est une personnage importante pour la maison Lanvin. Et elle se marie avec un Polignac. Et elle a aussi une autre, talent. Elle est musicienne, elle est pianiste. Donc, elle devient partenaire pianiste de Vinaretta. Comme elles ont, même si elles ont des différences d'âge et de génération, elles s'entendent très bien, donc il y a plusieurs concerts où elles jouent ensemble. D'ailleurs, moi, je ne peux pas vous montrer ici toutes ces images-là, mais il y a un très joli pastel où on voit du dos, en fait, les deux jouant au piano à deux mains ensemble. Donc, Marie-Blanche devient d'un côté le partenaire musical de Vinaretta, de l'autre côté le lien avec une maison de luxe, Lanvin. Merci pour cette partie de l'épisode. Alors, il faut, pendant la période où mon téléphone était, mon micro était coupé, je disais aussi, finalement, les Polignac étaient quand même une famille de noblesse française assez importante et le petit lien de parenté, qu'ils ont un petit lien de parenté avec la famille princière de Monaco également. Mais j'aimerais bien donc laisser donc la parole à une des personnes qui souhaite donc poser une question à Bikem ce matin. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes au sein même du palais quand je vois derrière les rideaux, les tapisseries Exactement, je suis dans la bibliothèque. J'espère que vous allez venir. Donc, avec Bettina, on a déjà fait une réunion, une journée ensemble à Venise il y a quelques années, en 2016, je pense. Donc, j'espère qu'on va faire, il y aura des suites de ces genres de réunions parce que
déjà, Venise, c'est sympa. Et aussi, je pense qu'il y a des liens à développer entre votre association et le culture de luxe des autres enseignes ici. Donc, moi, je vous ai parlé d'une maison, mais il y a plusieurs métiers d'art, il y a plusieurs choses qui sont liées au luxe à Venise parce que en fait, Venise, c'est l'origine dans une façon de plusieurs métiers de luxe. Parce que je ne sais pas si vous avez parlé de ça avec Bettina, mais avant que France devienne le centre ou bien le pays qui promouvoit le luxe ou bien l'industrie qui développe l'industrie du luxe, c'était en fait Venise qui développait bien qui développait ses savoir-faire. Donc, par exemple, le parfum vient. Ok, l'origine du parfum, il vient de l'Égypte, mais c'est Venise qui le développe vraiment. Donc, c'est vraiment pendant la Renaissance et après que ça s'était développé dans la façon qu'on le connaît. Ou bien le miroir, ça vient de Murano, donc ça vient des verres, donc les verres du Murano, les miroirs. Après la dentelle, il vient de Burano, donc ça c'est aussi après beaucoup de tissus, comment on fait comment dire, Venise était très connue avec tous ces tissus, comment on dit velvet, j'ai oublié en français, le velvet. Velvet, c'est Velours. le velours, exactement. Donc, il y a une très bonne base de tout ça à Venise. Et ce qui s'est passé, c'est que surtout avec Louis XIV et ses ministres, tout ça, ça s'est devenu déjà importé, appris et amélioré en France. Et ça, c'est devenu une industrie officielle et importante de la France et une stratégie, en fait, comment développer l'économie en France. Donc, ici, c'est à cause de ça, c'est un peu, il n'y a pas la promotion de tout ça, mais il y a une bonne base. Il y a une bonne base. Les musées sont intéressants pour découvrir l'origine de certaines choses. Et il y a maintenant aussi une tendance de refaire ou bien renaître certains produits. Par exemple, il y a la renaissance c'est plus tardif bien sûr, mais de Fortuny. Fortuny qui est à la base qui est espagnol, mais qui habitait à Venise, donc qui a décidé d'habiter à Venise, qui était un des grands couturier, artiste d'abord, lui il est un artiste, mais couturier de son temps, des années 20 je dirais, avec les vêtements Delphos. Donc les Delphos c'était les vêtements plissés type Issey-Miyake, donc qui sont devenus des vêtements de mode, des vêtements de la mode de, comment dire, tea gown, c'est-à-dire quand on va chez quelqu'un dans l'après-midi pour prendre un thé, on mettait des vêtements de Fortuny, donc des imprimés de Fortuny. C'était quelque chose unique et les gens, ses clients, venaient à Venise pour l'acheter, pour rencontrer Fortuny. Bon, Fortuny, donc il est décédé. Maintenant, je ne vais pas entrer dans tous ces détails d'histoire de Fortuny, mais il y a, quand il est décédé, il n'y avait pas de continuation vraiment, donc dans sa famille en tout cas. Et maintenant, il est repris. Il y a la marque Fortuny qui continue, mais il y a aussi une autre marque qui ressemble à Fortuny, Veneto Studium, qui fait des choses très similaires à Fortuny. Donc, ils font revivre tout ça. Il y a le musée Fortuny, il collabore avec le musée. Donc, ça, c'est un exemple. Après, il essaie de renaître, voilà, le parfum. Donc, ils ont développé une marque qui s'appelle Merchant of Venice. Donc, en disant, déjà, ils ont restauré un musée ici, le musée Mocenigo, le palais Mocenigo, qui était le musée de la costume et de la mode. Mais maintenant, il a une grande partie qui est dédiée au parfum, au développement du parfum, à l'origine du parfum, etc., qui a été fait par le soutien de Merchant of Venice et qui est en soi une marque de parfum qui a plusieurs magasins à Venise actuellement et je pense qu'ailleurs aussi. Donc, il y a actuellement une vraie activité de rendre Venise, encore une fois, dans le domaine de luxe. Et également, je peux vous parler de Glass Week. Glass Week, c'est une semaine en septembre organisée à Murano, mais également dans toute la ville qui
promouvoir le verre. Mais le travail de verre à Murano, avec les techniques de Murano, mais avec une, comment dire, twist contemporain, avec des artistes d'aujourd'hui, avec des créations d'aujourd'hui, avec des pièces uniques. Donc, ça, c'est très beau aussi parce qu'il y a plusieurs expositions. Voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant cette semaine-là. Également, il y a un autre événement qui se fait depuis, je pense, 3 ans. Et ça, c'est le Venice Fashion Week. Donc, il y a une semaine de mode à Venise, mais ce n'est pas vraiment la semaine de mode prêt-à-porter ou bien haute couture à Paris, parce que c'est pas vraiment la mode avec les acheteurs, avec le système de mode, disons. C'est plutôt le slow fashion ou bien le sustainable fashion qui combine l'artisanat vénitien avec les designers, avec les créateurs, avec des marques. Il y a des grands tisserands ici, par exemple Bevilacqua, par exemple Gobelli, qui font des très très belles tissus. D'ailleurs, je ne sais pas, les tissus derrière moi, ce sont des Bevilacqua, donc ce sont des depuis le 16e siècle. Donc toutes ces grandes traditions-là, on les combine maintenant avec voilà, le goût d'aujourd'hui, les créateurs d'aujourd'hui. Donc voilà, il se passe des choses. Venez à Venise. De toute façon, c'est le but de l'opération que nous venons très prochainement à Venise. Alors, une autre question peut-être? Oui. Il y a aussi le Homo Deus, non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Piquem, éventuellement? Moi, je ne sais pas si vous avez... Alors peut-être aussi, on pourrait parler du lieu que vous avez, qui est un peu privilégié pour l'exposition, pour les expositions que vous avez donc, durant des grandes manifestations comme la Biennale, etc. Peut-être ça peut être aussi ça qui peut intéresser les uns et les autres. Alors, nous, on est un endroit d'exposition. Donc, nous avons un petit espace où on organise nous-mêmes des expositions. Mais pendant le biennale, le palais entier, donc en général, les 3 étages du palais, on vide, on enlève les meubles et il devient un endroit d'exposition. Et souvent, ce sont des grandes expositions. Par exemple, une, c'était, ça a marqué les gens, c'est à cause de ça que j'en parle, c'était les minimalistes coréens. Donc, nous, on a eu Liu Fan qui est un artiste qui est assez âgé maintenant. Il a également fait plusieurs expositions, mais une c'était à Versailles par exemple, donc il est assez connu en France aussi. Donc lui, il a créé chez nous, au rez-de-chaussée, des jardins. En fait, Venise, c'est Venise, donc vous voyez les éléments de Venise, mais dans cet espace vénitien, dans ces magazines, dans ces jardins vénitiens, il a créé un jardin japonais. C'était très intéressant. Donc, on était complètement dépaysés. Dans Venise, on était au Japon. et donc, on a ces genres d'expositions qui sont importants et qui marquent les gens et qui sont très beaux parce qu'ils sont déjà dans un cadre vénitien, mais qui représentent l'art contemporain. Merci. D'autres personnes qui souhaitent éventuellement ajouter quelque chose par rapport à cette... En tout cas, merci beaucoup, Piquem. Je vous remercie infiniment pour cette présentation. C'est un lieu magique. Nous avons pu le vivre pendant un long week-end et l'association Luxe Partenaire a en tout cas a vraiment l'intérêt de refaire des choses ensemble sur Venise parce que
c'est à la fois magique et c'est également un lieu qui s'y prête énormément pour l'art et le luxe. Alors, merci beaucoup pour ce moment intime que nous vous mettez à disposition. Et je vous dis vraiment alors À bientôt. ci vediamo a Venezia. Grazie mille ancora e dunque spero veramente un'altra volta. Merci. Alors, avec plaisir, c'était avec un grand plaisir que j'ai participé à votre activité. Et je vous attends tous à Venise. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.